Déjà, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la conférence sur comment accompagner vos salariés dans leur démarche administrative. Je vais commencer par me présenter. Je suis Aline Levin, donc je suis chargée de promotion des offres de services au sein de la Caisse primaire d'assurance maladie Loire-Atlantique. Je suis en charge en fait d'accompagner les entreprises sur l'utilisation des téléservices tels que le signalement DSL, le compte entreprise, l'IDAT, toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, donc, je suis accompagnée d'Emmanuel Goncalves de la CAF que je vais laisser se présenter. Bonjour, donc je suis Emmanuelle Goncalves, je suis chargée d'appui métier à la Caisse d'allocation familiale de la Vendée et donc moi je suis en charge de tout ce qui est mise à jour administrative, voilà tout ce qui est ce qui concerne les nouvelles lois sur les prestations familiales. Merci Emmanuel. Des petites choses à savoir avant que la présentation commence. La discussion est désactivée, donc si vous avez besoin de nous poser des questions, n'hésitez pas à passer par l'onglet Q&R. On y répondra donc à la fin de chaque présentation. Donc je vais commencer par présenter au niveau de l'assurance maladie et Emmanuel présentera ensuite la CAF. Donc on va donc démarrer maintenant avec l'assurance maladie. Donc, au programme de ce webinaire, nous allons voir comment créer le compte Amélie, comment modifier les informations personnelles, comment également suivre les délais de traitement de sa caisse, comment ensuite pouvoir faire une demande de carte vitale. Nous allons voir aussi si votre salarié séjourne à l'étranger, s'il devient parent, comment gérer ensuite son arrêt de travail. Donc, ça va être plus précisément sur le suivi et la perte de salaire. Et enfin, je vais vous présenter l'offre de rendez-vous de l'assurance maladie pour vos salariés. Donc, sachez que cette présentation, elle va surtout vous servir à informer vos salariés sur comment et où faire leur démarche administrative avec l'assurance maladie et la CAF. Donc, je précise que ça concerne surtout les salariés qui ont un numéro de sécurité sociale certifié. Donc, je parle surtout pour si vous avez des salariés qui arrivent de l'étranger, qui sont en attente d'une certification du numéro de sécurité sociale. Donc, ces démarches, elles sont à faire ensuite par votre salarié, parce qu'effectivement, sur le compte Amélie, on va retrouver toutes les informations personnelles et confidentielles le concernant. Donc, on va commencer avec la création du compte Amélie, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, la quasi-totalité des démarches est accessible sur le compte Amélie. Il faut savoir aussi qu'il est préférable d'utiliser plutôt l'application Amélie sur le smartphone plutôt que de passer par le compte web parce que les démarches sont plus faciles et plus rapides. Par exemple, pour prendre une photo, au lieu de scanner une pièce en amont afin de la télécharger ensuite sur le compte web. Donc, comment créer son compte Amélie? Il y a deux possibilités. Donc, soit avec, donc là, je parle bien de la création du compte et pas de refaire son compte quand il est déjà créé. Donc, pour créer son compte Amélie, on a besoin du numéro de série de la carte vitale qui va se trouver à droite de la photo sur la carte vitale, comme vous pouvez le voir sur la présentation. Il faut savoir que la carte vitale doit être à jour. Donc, si vous avez un doute sur le fait que la carte vitale soit à jour, il suffit d'aller le faire en pharmacie ou directement sur un point d'accueil de l'assurance maladie auprès d'une borne. Et il faudra également que vous soyez muni du RIB qui est connu dans le dossier de l'assurance maladie. Donc ça, c'est pouvoir créer son compte en autonomie. Si vous n'avez ni la carte vitale, ni le RIB, ou ni l'un ou aucun des deux, vous allez pouvoir nous contacter soit en passant par le 3646, soit en se déplaçant dans un point d'accueil. Et donc là, on fournira un code provisoire qui vous permettra donc d'accéder au compte Amélie. Enfin, qui permettra, pardon, aux salariés d'accéder à son compte Amélie, bien entendu. Donc maintenant, on va voir plutôt la modification des informations personnelles. Donc on va commencer par un changement de nom. Donc il faut savoir qu'effectivement, votre salarié peut être amené à changer de nom suite à un mariage ou un divorce. Donc cette démarche, elle est à faire en ligne, hein, directement sur le compte Amélie, en passant par l'onglet Mes démarches. Vous avez ensuite la possibilité donc de modifier le nom d'usage. Il faut savoir qu'en cas de divorce, on ne demandera aucun document. On demande simplement donc, à récupérer son nom de naissance, donc il n'y a pas de demande de documents supplémentaires. A contrario, en cas de mariage, il faudra bien penser à joindre l'acte de mariage ou le livret de famille. Donc je vous conseille toujours l'application puisque vous pouvez le prendre en photo directement.
Si votre salarié change de coordonnées bancaires, c'est pareil, donc c'est à faire sur le compte Amélie directement, dans l'onglet Mes informations et vous venez ensuite modifier les coordonnées bancaires. Donc une petite remarque quand même sur le changement de RIB, il faut, absolument que la carte vitale soit à jour, puisqu'on va demander, une nouvelle fois le numéro de série qui se trouve dessus. Donc si la carte vitale n'est pas à jour, si votre salarié n'a pas de carte vitale pour modifier son RIB, pas de souci. Le RIB, vous pouvez nous l'envoyer par courrier. Par contre, il faudra bien penser à fournir la pièce d'identité ainsi que l'ancien RIB, si c'est un changement de RIB. Si c'est un enregistrement de RIB, simplement la pièce d'identité suffira. Donc, là, je vais vous montrer comment, votre salarié ou même vous-même, vous pouvez consulter les délais de traitement de la caisse d'assurance maladie. Donc, cette démarche, elle est disponible dans l'onglet Mes démarches, puis Délais de traitement de ma caisse. Dans les délais de traitement, vous allez retrouver à peu près toutes les démarches en ligne. Vous allez pouvoir suivre tous les délais qui nous concernent. Donc, dans un premier temps, on vient indiquer la thématique de la demande, juste ici. Donc là, j'ai pris l'exemple du RIB puisqu'on vient de le voir ensemble. Donc, on va dans Mise à jour de mes informations. Ensuite, on vient changement de coordonnées bancaires et on indique la date de dépôt ou d'envoi de la demande. Donc là, en l'occurrence, le 9 octobre. Ensuite, au niveau du délai, on voit bien qu'on a la démarche si vous avez effectué sur le compte Amélie et la démarche si vous l'avez effectuée par courrier. On va voir maintenant si votre salarié a besoin de refaire sa carte vitale parce qu'il a pu la perdre, se l'est fait voler ou simplement il n'en a jamais eu. Donc la démarche est à faire également donc, sur le compte Amélie. C'est beaucoup plus rapide sur le compte Amélie puisqu'à partir du moment où vous faites votre demande en ligne, la carte vitale, vous la recevez sous 15 jours. Si vous faites une demande par courrier, on est sur un délai de 5 à 6 semaines. Donc pareil, vous privilégiez l'appli puisqu'on va vous proposer de vous prendre directement en photo. Donc la démarche, elle va se faire en 2 étapes. Dans un premier temps, donc toujours dans mes démarches, on vient déclarer la perte ou le vol de la carte vitale. Donc ça va être la deuxième ligne, je déclare la perte de ma carte vitale. Lorsque vous allez dessus, on vous propose la perte, le vol ou le renouvellement. Une fois que cette étape est faite, vous allez pouvoir ensuite commander en ligne votre carte vitale. Donc là, on suit la démarche, on va vous proposer de vous prendre en photo. On propose ensuite de prendre en photo la carte d'identité, donc simplement le recto. On valide et la carte vitale, elle est reçue sous 15 jours en boîte aux lettres. Donc ne pas hésiter à inciter vos salariés à refaire la demande sur le compte Amélie. Il n'y a plus besoin de faire de photos, il y a l'aspect financier qui rentre en compte, forcément, c'est beaucoup plus simple. Là, maintenant, on va voir si votre salarié séjourne à l'étranger. Donc, quand je dis séjourne à l'étranger, j'entends par un voyage, mais aussi potentiellement une mission à l'étranger. Donc, il faut savoir qu'il existe la carte européenne d'assurance maladie si le séjour se situe dans l'espace économique européen. Donc, il est fortement conseillé de commander cette carte européenne. Cette carte européenne, il faut ensuite la présenter sur place si vous avez des soins, de préférence dans un établissement public qui prendra la carte européenne. Donc, cette commande, pareil, toujours la même chose, elle est à faire donc, sur le compte Amélie, dans l'onglet Mes démarches, puis Carte européenne d'assurance maladie. Le délai d'envoi de cette carte est sous 15 jours. Donc, pas de panique, si vous partez dans moins de 15 jours, vous avez possibilité de télécharger un certificat provisoire. D'accord? La carte, lorsqu'elle est reçue, est valide 2 ans. Si vous perdez cette carte, ou si le salarié perd cette carte, vous pouvez déclarer la perte ou le vol directement dans l'espace Amélie, carte européenne d'assurance maladie, et en recommander une nouvelle. Donc, toujours, si votre salarié séjourne à l'étranger et quand il revient, il vous dit qu'il a eu des soins, qu'il ne sait pas comment se faire rembourser par l'assurance maladie, sachez qu'il y a un service en ligne qui est disponible également pour nous déposer une demande de remboursement de soins qui a eu lieu à l'étranger. Donc là, que ce soit Europe, hors Europe, peu importe. Donc cette démarche est disponible uniquement
uniquement sur le compte web, elle n'est pas disponible sur l'application. D'accord? Donc il y a un formulaire en ligne à remplir et ensuite on va vous demander de joindre tous les documents qui sont nécessaires au remboursement des soins à l'étranger. Sachez qu'on peut maximum mettre 10 pièces. Là maintenant, on va voir si votre salarié devient parent. Donc on va plus précisément parler du congé maternité parce que c'est une question qui revient souvent. Des assurés qui se rapprochent de nous parce que l'employeur demande effectivement les dates du congé maternité. Donc sachez que, l'assurance maladie, elle vient envoyer ces dates-là, à votre salarié à réception de la déclaration de grossesse. Donc cette déclaration de grossesse se fait après le premier trimestre. À réception, on envoie ensuite, nous, un courrier sur le compte Amélie de la salariée qui vient recevoir donc un calendrier de suivi de grossesse. Sur ce document-là, en bas à gauche, vous avez le congé maternité qui est indiqué en fonction de la situation de la salariée. Donc si c'est le premier ou le deuxième enfant, si c'est une naissance multiple et à partir du troisième enfant. Donc il faut savoir que ce document-là, il fait foi pour vous en tant qu'employeur pour pouvoir accéder aux dates de congé maternité. Donc, il y a également la possibilité de déclarer la naissance de l'enfant directement en ligne sur le compte Amélie, d'accord? Donc, ça se fait en plusieurs étapes. La première, déjà, bien entendu, il faut déclarer la naissance de l'enfant à l'état civil. Donc, bien souvent, c'est à la maternité. En deuxième étape, on attend un délai de 5 jours et on se connecte ensuite à son compte Amélie pour venir déclarer le nouveau-né. Un message de confirmation est ensuite envoyé et l'enfant est rattaché dans un délai généralement d'environ 15 jours. Une fois que le rattachement est fait, une notification est envoyée sur le compte Amélie du parent qui a fait la déclaration pour qu'il puisse mettre à jour sa carte vitale. Une fois que c'est fait, vous avez également la possibilité de rattacher l'enfant sur la deuxième carte vitale du deuxième parent. Donc ça, c'est également une démarche qui vient se faire en ligne. Donc rattachement de l'enfant à l'autre parent. Il peut arriver que quand, le salarié vient faire la démarche en ligne du rattachement enfant, on lui propose le double rattachement dès lors qu'il fait la déclaration du nouveau-né. Il y a des petites subtilités par rapport à ça, ça dépend si l'enfant porte le nom de la mère, s'ils sont mariés ou autre. Mais sachez que si ça n'est pas proposé lors de la déclaration de naissance, ils peuvent le faire ensuite sans aucun problème. Donc là, on va voir ensemble si votre salarié est en arrêt maladie. Il faut savoir que, le salarié, donc quand il est en arrêt de travail, il a la possibilité de suivre son arrêt de travail directement sur son compte Amélie. Donc ça va surtout servir à vérifier la bonne réception de l'arrêt maladie, si les bonnes dates sont bien enregistrées. Une fois que le paiement est fait, il a la possibilité de venir télécharger son relevé d'indemnité journalière. Donc souvent, quand il y a une prévoyance qui vient compléter, les indemnités journalières, c'est ce document-là que la prévoyance souhaite obtenir. Donc il faut savoir que sur les attestations de paiement d'indemnités journalières, vous avez un historique de 8 ans en arrière. Sur le compte Amélie, toujours pour les indemnités journalières, il y a la possibilité également de récupérer le relevé fiscal qui va permettre de vérifier ce qui a été déclaré aux impôts. Donc ce relevé fiscal, en règle générale, il est envoyé sur fin février-mars et il reste visible 6 mois sur le compte Amélie. Donc toujours si votre salarié est en arrêt maladie, là, on va voir ensemble si par exemple, il revient vers vous, vous explique qu'il a des difficultés financières, que c'est compliqué, enfin voilà. Sachez que, il y a possibilité pour les assurés chez nous qui sont en arrêt de travail et qui sont salariés, qui donc ont une perte de salaire qui est engendrée par cet arrêt de travail, ils peuvent prétendre à une aide financière exceptionnelle, donc pour venir compenser la perte de salaire. Cette aide financière, elle est soumise à conditions de ressources et elle est étudiée par une commission. Par contre, il y a une chose à savoir, c'est que cette demande, elle ne peut pas se faire en ligne et il faut être accompagné par une assistante sociale qui va nous adresser une évaluation sociale.
Donc, quand j'entends une assistante sociale, c'est souvent une assistante sociale de mairie ou éventuellement une assistante sociale que nous avons chez nous, les assistantes sociales CARSAT, qui viennent accompagner les assurés qui sont en arrêt longue durée ou en passage en invalidité. Donc là, vous avez plus d'infos sur le site amélie.fr. Je vous ai mis le lien sur le support. Le support, vous le retrouvez bien entendu sur un espace qui sera sur Net Entreprise. Donc ça, c'est l'URSSAF qui communiquera là-dessus à ce moment-là. Donc toujours, si votre salarié donc, a une perte de salaire, il faut savoir qu'il peut également faire une demande de complémentaire santé solidaire si ses revenus ne dépassent pas les plafonds en vigueur. Donc la complémentaire santé solidaire, si vous ne savez pas ce que c'est anciennement la CMU. C'est ce qui remplace aujourd'hui donc la CMU. C'est une complémentaire qui a été mise en place par l'État pour venir aider les personnes en situation de précarité à accéder à la santé. Donc, en gros, quand vous bénéficiez de cette complémentaire santé solidaire, vous n'avez pas d'avance de frais à faire et il n'y a pas de dépassement d'honoraires non plus qui est appliqué par les professionnels de santé. Je vous ai mis à droite les plafonds qui varient donc en fonction du nombre de personnes au foyer. N'hésitez pas à les consulter si vous pensez qu'un salarié peut prétendre à cette complémentaire santé solidaire. Il faut savoir que lorsqu'un salarié bénéficie de la complémentaire santé solidaire, il est exonéré de la mutuelle entreprise, qu'elle soit payante ou gratuite, d'ailleurs, cette complémentaire santé solidaire. Donc cette demande, elle vient s'effectuer également sur le compte Amélie, donc directement dans Mes démarches, puis faire sa demande de C2S. Je vous conseille fortement d'inciter les salariés à faire la demande en ligne, puisque lorsque le salarié vient faire sa demande, tout est relié. Donc, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de calculer ses revenus. Tout vient redescendre automatiquement. La seule pièce qu'on va lui demander, c'est son avis d'impôt de l'année précédente. S'il fait une demande papier, il va falloir qu'il calcule ses revenus sur les 12 derniers mois, tous ses revenus de Pôle emploi, par exemple, s'il y en a, les arrêts maladie ou autres. Donc, c'est pour ça, on vous conseille fortement de le faire sur le compte Amélie. Sachez également qu'il y a une simulation possible sur le site amélie.fr qui renvoie directement sur mes droits sociaux. Donc, ça vous permet Cette simulation, pareil, est reliée à vos ressources. Donc, elle va vous dire si oui ou non il y a un droit à la complémentaire santé solidaire potentiel. Je vais maintenant vous parler de l'offre de rendez-vous de l'assurance maladie. Donc, si votre salarié n'arrive pas à faire ses démarches en ligne ou n'a pas sa réponse en ligne sur le compte Amélie ou autre, qu'il n'hésite pas, plutôt que même de contacter le 3646 et d'attendre un certain temps, parce qu'on sait qu'en ce moment, il y a de l'attente. Il a possibilité aujourd'hui de prendre rendez-vous avec l'assurance maladie, mais il n'y a plus que le rendez-vous. Il y avait donc le rendez-vous physique jusqu'à maintenant. Au jour d'aujourd'hui, il y a également la possibilité de prendre un rendez-vous téléphonique. Donc, cette prise de rendez-vous téléphonique, elle est disponible sur le site web et sur l'application. En revanche, le rendez-vous physique n'est possible que sur le compte web. Donc sur l'application, il n'est pas disponible. Et si vous sentez également que votre salarié a un besoin d'accompagnement numérique, alors que ce soit pour l'assurance maladie, la CAF, les impôts, le Pôle emploi, la CARSAT, il faut savoir qu'il existe des France Services. Donc ça a été mis en place également par l'État. C'est un dispositif pour répondre aux difficultés rencontrées face à l'inclusion numérique. Donc, c'est des relais de proximité. Il ne faut surtout pas hésiter à envoyer vos salariés dans ce genre de relais, en fait, pour que quelqu'un puisse l'accompagner dans ses démarches administratives. Donc là, sur le support auquel vous aurez accès, je vous ai mis tout ceux de Loire-Atlantique, mais vous pouvez retrouver donc sur le site de la NTS tous les France Services, bien entendu, de la région. Donc, j'ai fini ma présentation. J'espère qu'elle a été assez claire. On va voir si vous aviez des questions. Je vous ai simplement laissé là les coordonnées donc utiles qui peuvent vous servir. Donc, pour vos salariés, on a toujours le 3646 par téléphone, la messagerie via le compte Amélie et la possibilité de nous rencontrer en rendez-vous physique ou téléphonique.
Et donc, pour vous, les employeurs, je vous ai laissé bien entendu le numéro de téléphone qui est le 36 79 et le numéro de téléphone de Net Entreprise. Alors, est-ce que nous avons des questions, Emmanuel? Oui, nous avons 2 questions, Aline. La première, c'est savoir en cas de changement de prénom, masculin vers féminin, quel document est à fournir? Alors là, c'est pas quelque chose qu'on vient faire sur le compte Amélie. Ça, c'est une demande qui va se faire directement auprès de l'assurance maladie sur papier, malheureusement encore. Mais là, c'est le salarié qui se rapproche de nous, qui vient nous signaler par le. Donc, généralement, ils reçoivent un document juridique d'état civil. Ce document-là, on en a besoin pour faire la modification du numéro de sécurité sociale, pouvoir supprimer le compte Amélie pour que cette personne puisse le recréer avec le nouveau numéro de sécurité sociale. Très bien, merci beaucoup. Deuxième question, une salariée dit n'avoir jamais reçu son calendrier de grossesse avec notamment les dates, d'arrêt, maternité qui sont dessus. Mhm. Où est-ce qu'elle peut le retrouver sur le site, Amélie? Normalement, c'est dans la messagerie, Amélie directement, dans les courriers reçus. Sinon, D'accord, dans l'espace J'attends un enfant, elle va pouvoir le retrouver également. Et si elle ne le retrouve pas, qu'elle n'hésite pas à envoyer un mail pour le réclamer et on lui renverra à ce moment-là. d'accord. Et la dernière question que nous avons pour le moment, Mhm. que faire si le salarié se fait pirater son compte Amélie? Que doit-il faire? Il doit nous contacter aussitôt pour que nous, on puisse bloquer l'accès. Et dans un premier temps, il n'y a que ça. Et après, il pourra le recréer ensuite, effectivement, avec un nouveau mot de passe. Mm. Merci. Eh bien, écoute, c'est les seules questions que nous avions pour le moment. Je ne sais pas si, vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Alors, j'ai une nouvelle question. Quand il Mhm. n'y a pas de changement de sexe pour l'instant, mais juste le prénom, mais comment faire, en fait, pour que, le dossier soit actualisé? Alors, s'il y a un changement de prénom, il va y avoir une sorte de, peut-être pas de jugement, mais un document quand même administratif qu'il faut nous fournir et on fera la modification du prénom. La modification du prénom, elle ne va pas engendrer un changement de numéro de sécurité sociale. Donc, simplement, on met à jour le prénom dans les bases. Il faudra bien entendu refaire la carte vitale, donc en passant par le compte Amélie, mais on le prend en compte, oui. Mm. Avec la pièce d'identité, normalement, je pense qu'ils refont une fiche d'état civil ou peut-être pas d'état civil, mais au moins un jugement de changement de nom et la pièce d'identité. Une autre question, peut-on Mhm. créer un compte Amélie sans numéro de sécurité sociale? Malheureusement, non. Non, non, il faut un numéro de sécurité sociale certifié par l'assurance maladie. Donc, quand j'appelle certifié, c'est surtout pour une personne qui arrive d'un autre pays. Au départ, il vient donc nous envoyer une demande d'ouverture de droit. Ces pièces d'état civil sont envoyées directement au Sandia. Le Sandia, c'est l'organisme qui vient créer les numéros de sécurité sociale certifiés des personnes nées à l'étranger. Donc, une fois qu'ils ont certifié ce numéro de sécurité sociale, il a ensuite accès au compte Amélie et à la demande de carte vitale. Alors, une autre question, que faire si on ne trouve pas de médecin traitant dans son département? Alors là, il ne faut pas hésiter également à contacter l'assurance maladie. Il y a un dispositif d'accompagnement en santé qui a été mis en place pour effectivement vous aider à rechercher un médecin traitant. Et si vous n'en trouvez pas, on va en mettre un fictif en attendant pour que vous puissiez quand même aller voir d'autres médecins qui refusent de vous prendre en tant que médecin traitant, mais on ne vous pénalisera pas au niveau des remboursements. Certains agents nous disent ne pas recevoir leur calendrier mois après mois. Vers qui se tourner pour l'avoir? Alors, je ne sais pas quel calendrier il s'agit, je C'est le suppose celui de calendrier de maternité? suivi de grossesse, je pense. Mmh. Alors, si vous ne l'avez pas dans cette messagerie, il faut vraiment aller dans l'espace J'attends un enfant. Il est forcément dedans. S'il n'y est pas, bah, à ce moment-là, vous n'avez pas le choix que de nous contacter pour qu'on puisse nous vous le retransmettre. Autre question, pour la création d'une carte, est-ce que vous demandez une photo d'identité aux normes? Alors non, puisque maintenant, on vous propose de vous prendre en photo. Donc bien sûr, quand on dit prendre en photo, c'est le visage uniquement, comme une photo d'identité. On essaye de se mettre sur un fond blanc derrière. On se prend en photo comme une photo d'identité. Bien entendu, rien sur la tête, éviter les lunettes, comme une photo d'identité normale. Mais ça vous évite de vous rendre dans un photomaton ou chez un photographe pour la faire. Je pense que tu as donc répondu en même temps à la suivante qui disait que quand on la prend nous-mêmes, ce n'est pas validé CE, mais donc du coup, ça ne pose pas de problème effectivement pour la carte vitale. Non. Mm.
Une salariée était affiliée à la MSA puisqu'elle était co-gérante et en même temps à Mmh. la CPAM. La MSA primait, les frais étaient remboursés par la MSA et elle n'avait pas pu créer son compte Amélie. Depuis peu, elle n'est plus co-gérante MSA. Comment créer son compte Amélie? Alors déjà, il faut savoir si elle a fait son changement de situation auprès de l'assurance maladie. Parce qu'elle a si je comprends bien, elle avait une double activité, donc une d qui C'est ça, dépend de tout chez à nous. fait. Elle n'a plus que l'activité qui dépend de chez nous. Donc là, il faut qu'elle fasse en fait une demande de mutation de son dossier déjà de la MSA à la CPM et une fois que ça c'est fait, elle pourra créer son compte Amélie. Donc comme je vous ai dit, avec la carte vitale à jour et le RIB. Merci. Y a-t-il une date où la photo sera rendue obligatoire sur la carte vitale? Alors c'est pour les je pense que c'est pour les personnes qui ont encore la carte vitale, les premières sans photo. Pour l'instant, il y a pas de date. Heu c'était en pourparlers pendant une période effectivement, mais à gérer, je pense que ça fait trop de flux d'un coup, donc du coup, non. Il y a pas de date. Tant que votre carte vitale fonctionne, vous pouvez la garder même si elle n'a pas de photo. D'accord. Le salarié doit-il informer s'il dépend de la MSA ou de la CAF? Cela peut-il avoir des conséquences dans la vie du salarié? Alors normalement, quand vous embauchez un salarié, vous lui réclamez une attestation de droit pour savoir de quel organisme il dépend. Et oui, ça peut avoir une incidence effectivement s'il a un accident de travail ou un arrêt maladie, il faut savoir envoyer au bon organisme. Alors, comment faire le changement de régime de la MSA à la CPAM le plus simplement possible? Le plus simplement possible. Alors, mal il y a une seule possibilité de toute façon. Il faut donc nous envoyer une demande de mutation. Donc ça, c'est un formulaire que vous pouvez trouver directement sur le site amélie.fr. Donc vous avez un onglet formulaire sur votre droite dans un menu déroulant en dessous du compte Amélie. Donc le document, il s'appelle demande de mutation. À ça, vous y ajoutez la pièce d'identité, enfin une copie bien sûr, le RIB et le contrat de travail ou les 3 derniers bulletins de salaire qui dépendent du régime général. Très bien. Et vous envoyez ça par courrier. Malheureusement, on encore par courrier sur ce genre de demande. Je n'ai plus de questions pour le moment, mais j'attends un petit peu de voir si nous en Mmh. avons d'autres. Non, pas de questions pour le moment. Plus de OK. questions. Eh bien, je te redonne la main alors. Alors, pour tout ce qui est de la caisse d'allocation familiale, nous allons voir dans un premier temps les changements de situation. Qu'est-ce qui peut se passer en cas de non-perception de la pension, alimentaire? Qu'est-ce que votre salarié et ou sa conjointe, s'il y a des revenus modestes, à quoi ils peuvent prétendre? À quoi ils peuvent prétendre également s'ils deviennent parents? Qu'est-ce qu'ils peuvent avoir comme aide, lorsqu'ils ont un enfant en situation de handicap? Ou alors, à quoi ils peuvent prétendre lorsqu'ils aident un proche qui est en perte d'autonomie ou en situation de handicap? Donc dans un premier temps, la situation de votre salarié change. Donc si votre salarié vit en couple ou alors qu'il se marie ou qu'il se sépare, si votre salarié veut changer ses coordonnées bancaires ou alors aussi si la situation d'un de ses enfants ou de son conjoint change, toutes les démarches sont à faire en fait sur notre site caf.fr, dans mon profil, dans la rubrique «Mes démarches» et ils ont juste à cliquer sur «Déclarer un changement». Ils peuvent également le faire sur l'appli mobile, de notre site. Donc si votre salarié a des enfants et qu'il ne perçoit pas la pension alimentaire, il peut percevoir l'allocation de soutien familial ou une aide au recouvrement de la pension alimentaire. Donc pour cela, votre salarié devra cliquer sur «Simuler» ou «Demander une prestation» lorsqu'il sera sur son compte, puis cliquer sur «Vie personnelle» et là, il cliquera sur la pension alimentaire et allocation de soutien familial et il pourra, télécharger, la demande. Voilà. Donc, c'est, lorsque on ne perçoit pas donc de pension alimentaire ou alors lorsqu'on ne la perçoit pas non plus dans son intégralité, on peut percevoir une aide pour cela de la CAF.
Donc si votre salarié et ou son conjoint a des revenus, modestes, il peut effectuer une demande de prime d'activité en cliquant sur, «Simuler ou demander une prestation» et là, ce sera dans l'onglet «Vie professionnelle» et il pourra cliquer directement sur «Prime d'activité». Il pourra effectuer dans un premier temps une simulation, comme ça lui dira tout de suite s'il a un droit ou pas et s'il a un droit, il pourra donc faire sa demande directement en ligne. Et si votre salarié pourra également faire une demande d'aide au logement, donc dans l'onglet, logement, s'il est, locataire d'un logement pour l'aider à payer son loyer. Donc si votre salarié est sur le point de devenir parent, donc la grossesse doit être déclarée en cliquant sur «Déclarer un changement», puis en cliquant sur le petit crayon qui est à côté de «Déclarer une grossesse». Et il aura juste à indiquer donc la date, elle aura juste à indiquer la date de début de grossesse et la date à laquelle elle a, effectué son premier examen prénatal. Et ensuite, quand l'enfant, est né ou alors s'il y a l'arrivée d'un enfant, au foyer, il pourra, le déclarer sur toujours «Déclarer un changement» et cette fois-ci, il faudra sélectionner le petit crayon à côté de «Enfants et autres personnes» et il pourra indiquer l'identité, de l'enfant ainsi que, sa date de naissance. Donc si votre salarié, veut faire garder son enfant, il peut, faire une demande de complément de mode de garde, hein, que ce soit aussi bien pour une assistante maternelle, pour une garde d'enfants à domicile ou pour une structure, hein, un multi-accueil ou ce genre de choses. Il peut faire une demande toujours dans «Simuler ou demander une prestation» et dans l'onglet, «Vie personnelle». Et il devra ensuite cliquer sur «Complément de libre choix de mode de garde». À savoir qu'il peut avoir plein d'informations aussi sur le site êtreparent85.fr pour notamment les assistantes maternelles, il y a plein d'informations dessus. Et si votre salarié veut prendre un congé parental d'éducation pour s'occuper de son enfant, il ira également dans l'onglet Vie personnelle et là, il devra cliquer sur Prestations partagées d'éducation de l'enfant pour pouvoir télécharger sa demande. Donc si votre salarié pardon, a un enfant en situation de handicap, il peut bénéficier de l'aide, c'est l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Donc il pourra en faire la demande en cliquant sur «Simuler ou demander une prestation» et en allant dans l'onglet «Handicap». À savoir par contre que la demande, il peut la télécharger, mais elle sera à envoyer à la maison départementale des personnes handicapées, puisque c'est eux qui instruisent la demande et ensuite ils nous envoient, les notifications, d'attribution ou de refus de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et c'est nous qui mettons en place, le paiement. Si votre salarié veut prendre un congé de présence parentale pour s'occuper de son enfant, donc en lien avec son handicap, il peut bénéficier de l'allocation journalière de présence parentale. Donc c'est également, toujours dans l'onglet «Simuler ou demander une prestation», puis dans l'onglet, «Vie personnelle» et donc il faudra cliquer sur «Allocation journalière de présence parentale» pour pouvoir télécharger la demande. Donc si votre salarié, souhaite réduire ou cesser son activité pour aider un proche qui est en situation de handicap ou de perte de l'autonomie, il peut, sous réserve évidemment de certaines conditions, bénéficier de l'allocation journalière du proche aidant. Donc cette allocation, il faut savoir toutefois qu'elle est quand même imposable et elle peut être perçue une seule fois en fait, hein, dans sa carrière pour un maximum de 66 jours et donc il pourra faire la demande en cliquant sur «Simuler ou demander une prestation» et aller dans l'onglet «Accident de la vie». Donc en cas de besoin et pour toute demande de renseignement, il est également possible de prendre rendez-vous avec un conseiller CAF. Donc pour ça, il peut aussi aller sur le site caf.fr ou même sur l'appli mobile en cliquant sur «Contacter ma CAF» et il aura le choix de prendre soit un rendez-vous physique, téléphonique ou en visio. Il pourra également trouver le numéro de téléphone de notre plateforme téléphonique sans rendez-vous ou trouver les renseignements sur nos différents lieux d'accueil. Donc nous avons des lieux d'accueil avec les conseillers CAF et également les France Service où des conseillers sont à leur disposition pour les aider numériquement comme le disait Aline tout à l'heure.
Donc, nous n'avons pas forcément de ligne directe pour les employés, pour les salariés, pour les employeurs, pardon, je vais y arriver. Mais pour vos salariés, ils peuvent nous joindre par le 32 30 au téléphone ou alors, sur leur messagerie via leur site CAF.fr ou l'appli mobile ou encore en prenant un rendez-vous, physique, téléphonique ou en visio. Est-ce que nous avons des questions, Aline? Ouais, je vais regarder. Avant ça, je voudrais juste préciser le petit QR code que vous voyez sur sur l'écran. C'est l'enquête de satisfaction qui concerne donc le webinaire qu'on vient de vous présenter. Si vous n'arrivez pas à flasher le QR code, ne vous inquiétez pas, en quittant le webinaire, vous aurez l'accès à cette enquête. Donc, on vous remercie bien entendu d'y répondre. Alors, je vais regarder, j'ai 3 questions pour l'instant. Alors, bon, je pense qu'il y en a une qui me concerne. J'y répondrai après, on va voir. Alors, dans le cas de non-perception de pension, donc décision de justice, OK, mais le papa n'est pas recouvrable, donc RSA. La CAF va demander le remboursement ultérieurement? Non, lorsque là le débiteur n'est pas, solvable, dans ces cas-là, on ne demande pas, au débiteur de rembourser, la caisse d'allocations familiales. On le fait uniquement lorsqu'il est solvable. OK. Merci. J'ai une autre question. Au-delà de 20 ans, c'est forcément reconnaissance adulte? Alors j'imagine que c'est pour l'allocation handicapé. Oui, effectivement. Alors il y a dans certaines conditions, un allocataire peut bénéficier de l'allocation adulte handicapé, avant, ses, 20 ans, mais c'est vraiment des conditions très spécifiques. Sinon effectivement, c'est après les 20 ans pour l'allocation, adulte handicapé. OK. Mais c'est toujours la MDPH aussi qui instruit le dossier et donc c'est elle qui décide si elle ouvre un droit ou non et après c'est la CAF qui vérifie les conditions, administratives. OK, merci. Il y a quelqu'un qui demande si on va communiquer le document du webinaire par mail. Alors, je pensais le faire parce qu'effectivement, il va y avoir, en fait, si vous voulez, une plateforme, sur lequel vous aurez accès à tous les replays et tous les supports. Mais, j'enverrai quand même un mail de remerciement avec le support de ce webinaire. Alors, j'ai, alors dans ce cas, cet imposable est pris en co alors je pense que c'est en lien avec la question juste avant. Donc dans ce cas, cet imposable est pris en compte pour vous dans le cas passage à l'AAH? Alors non, l'allocation adulte handicapé, elle est pas imposable si c'est en lien avec l'allocation adulte handicapé. C'est pas une prestation qui est imposable et on la prend pas en compte. On va pas le prendre en compte pour le calcul des autres prestations. OK. Alors j'ai 2 questions, je pense qu'elles me concernent. Alors, le renouvellement de la carte vitale implique la désactivation immédiate. Quel document présenter en cas de rendez-vous médical ou hospitalisation pour une prise en charge avant la réception de la nouvelle carte vitale? Donc ça va être l'attestation de droit, celle que votre salarié vient vous fournir en fait à l'embauche. C'est celle qui justifie de ses droits à l'assurance maladie. Donc c'est celle-ci qu'on vient présenter également, aux professionnels de santé. Comment envoyer un message via le compte Amélie? Bonne question. Donc effectivement, au jour d'aujourd'hui, sur le compte Amélie, il y a un chatbot. Mais, vous pouvez directement, en posant la question au chatbot, dire: «Je souhaite parler à un conseiller». OK? Il va vous proposer plusieurs solutions. Vous dites que vous ne trouvez pas réponse à votre question. On va ensuite vous renvoyer encore sur une autre solution et là, vous allez choisir le thème et vous allez pouvoir nous envoyer un message. Mais voilà, vous insistez bien en disant que vous n'avez pas réponse à votre question et au bout d'un moment, ça vous donne l'accès à la messagerie. Alors, quels sont les salaires à déclarer pour la prime d'activité? Nous avons la question par les salariés. Alors les salaires qui sont à déclarer, c'est le montant, net avant le prélèvement à la source. Puisque, nous, on réintègre après, tout ce qui est, retenu sur salaire. Donc notamment, faut qu'ils déduisent par exemple, par contre leur prime panier, leur prime crèche, tout ce qui est, frais kilométriques, il faut qu'ils le déduisent également en fait, de leur, salaire. Tous les frais en fait, tous les remboursements pour frais engagés en quelque sorte, il faut qu'ils le déduisent aussi de leur, salaire net à payer. Alors, je crois qu'on a encore une question. Pour l'OA, demande de prestation aidant en tant alors LOA, je pense pour LOA, demande de prestation aidant en tant qu'employeur, avons-nous des documents ou demandes à faire? Ou est-ce que c'est le salarié qui fait la demande?
Oui, tout à fait. C'est le salarié qui doit faire la demande et en fait, pour, vous, il doit juste, demander à s'absenter, hein, tout simplement et puis nous, il a une demande à compléter et après c'est juste des documents en plus en lien avec le handicap de la personne qu'il va aider, qu'il devra nous fournir en fait pour, justifier s'il peut bénéficier ou pas de cette allocation. OK. J'ai encore une question. Alors, je pense que la personne en dessous a dû répondre. Alors, ce n'est donc pas le net social que l'on doit déclarer pour la prime d'activité? Alors oui, tout à fait. En fait, le net social sera déclaré. Alors c'est surtout à partir de janvier, en fait, hein, qu'il sera, obligatoire, mais il est vrai que c'est mieux de l'utiliser dès maintenant parce que ça permet justement d'éviter les erreurs, les oublis, de déduction de certaines, par exemple des frais, engagés qu'on a tendance des fois à oublier de déduire ou d'autres frais, parfois à réintégrer. Donc effectivement, c'est le mieux d'utiliser le montant net social dès maintenant pour que, il puisse prendre la bonne démarche, en cours. OK. Bon, je pense que tu as répondu à la deuxième question. OK. Pour la prime d'activité, qu'en est-il des tickets restaurants à charge du salarié? Alors pour les tickets restaurants, en fait, on les, déduit, hein, on les laisse pas, à la charge, du salarié. OK. Et j'ai une autre question. Doit-on décaler la prime partage de la valeur pour la prime d'activité? Déclarer, Alors pardon. Pourquoi je dis décaler? oui, Excuse. j'avais compris. Effectivement, non, la prime, partage de la valeur, elle n'est pas à déclarer. OK, je te remercie. Pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions, donc n'hésitez pas si vous en avez d'autres. Oui, j'en ai une autre. Alors, le net social est donc le nouveau montant unique à déclarer lorsque l'on fait une demande de prestation? Alors, c'est uniquement pour, la prime d'activité et pour le RSA que l'on prend ce montant-là pour, les demandes de prestations. Puisque c'est pour les aider, en fait, à déclarer, leurs ressources dans les déclarations trimestrielles. OK, merci. Donc merci beaucoup, c'est plus clair. On va attendre voir si j'ai d'autres questions. Alors, j'ai une autre question. La prestation aidant peut-elle être fractionnée, c'est-à-dire par exemple une semaine par mois? Tout à fait, elle peut être fractionnée et en fait, le salarié va recevoir chez lui une attestation à compléter pour savoir combien de jours il a pris, chaque mois jusqu'à atteindre ses 66 jours auxquels il a le droit au maximum. Donc il peut tout à fait fractionner, la période. Pour le AJPP, faut-il un justificatif que le salarié doit nous fournir pour s'absenter? Alors, il doit faire une demande de congé de présence parentale et ensuite, à ma connaissance, non, il n'a pas de justificatif forcément à vous fournir. Après, vous pouvez demander, beh, les justificatifs de rendez-vous médicaux parce qu'en général, c'est ces raisons-là qui font qu'il s'absente ou si, l'enfant est, par exemple, hospitalisé. Mais à ma connaissance, non, il n'a pas forcément de justificatif, à vous fournir pour s'absenter. Alors, sur le site du BOSS et du ministère du Travail, il est indiqué que nous devons intégrer la prime partage de la valeur dans le montant net social. Ah, ça, ce serait nouveau pour moi. Je vérifie et je reviendrai vers vous pour cette question. OK, on va la mettre de côté du coup. Je ne vais pas la terminer. Est-ce qu'un alternant peut bénéficier de la prime d'activité et tient-on compte des revenus des parents? Alors, un alternant peut bénéficier effectivement de la prime, d'activité, mais sous certaines, conditions et non, on ne tiendra pas compte des revenus de ses parents, en fait. S'il fait sa demande, il le fera à son nom, propre et donc dans ces cas-là, on ne tiendra pas compte des revenus de son conjoint. De ses parents, pardon, excusez-moi. OK, alors j'ai pas d'autres questions pour l'instant. Donc je regarde pour la prime valeur et je vous redis ça. Ouais. Et je vais en profiter si vous avez, besoin d'informations aussi sur tout ce qui va être, aide aux aidants, action sociale. Il y a un webinaire qui est prévu, donc jeudi, de 15h30 à 16h30 qui est organisé par la CARSAT, l'Agirc Arrco et la CPAM. Hem, c'est comment faire face à un décès ou, accompagner, enfin voilà, c'est vraiment l'aide aux aidants. Donc si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à aller visualiser ce webinaire-là.
Je peux peut-être même vous remettre le lien d'inscription de tous les webinaires qui sont proposés cette semaine dans la discussion, si vous voulez. Alors, attendez, je vais essayer. Non, je ne vais pas pouvoir. Je ne vais pas pouvoir, effectivement. J'ai rien dit. Non, je ne vais pas pouvoir. Désolée. Vous pouvez retrouver dans l'invitation que vous aviez reçue. Alors, j'ai trouvé l'information pour la prime de partage de la valeur. Effectivement, depuis décembre 2022, elle est également à réintégrer dans les salaires. Donc, le bénéficiaire de la prime d'activité doit bien la déclarer dans ses déclarations trimestrielles. Ok, merci. Alors, ok. Alors, j'ai une autre question là, qui vient d'arriver. L'AJPP est-il considéré comme un congé parental dans la vie du salarié? Versement des primes, paiement de la mutuelle d'entreprise. Ou alors là, je vous dirais que ça relève plus du droit du travail et malheureusement, je ne suis absolument pas en mesure de vous répondre. Je suis désolée. Merde. On va laisser encore 2-3 minutes, voir si j'ai d'autres questions. Bon, a priori, il n'y a pas d'autres questions, donc on va conclure. On vous remercie donc pour avoir participé à ce webinaire. Je vais vous envoyer effectivement par mail le support et le replay sera accessible, donc, comme on vous a dit, sur une page Vianet Entreprise. Vous recevrez également le lien à partir de la semaine prochaine. Nous vous souhaitons une agréable fin de journée et nous vous disons à bientôt. Au revoir. Au revoir.